Bienvenue sur ce live, une collaboration Studirama, Magellan Business School, et vous êtes en train de vous balader dans ce salon virtuel sur les métiers de la communication, du commerce et du tourisme et de l'événementiel et tant d'autres choses magnifiques à faire, n'est-ce pas? Et nous allons parler de Magellan. Enfin, si vous voulez bien vous connecter, parce que là, pour le moment, vous n'êtes pas très nombreux, donc on va attendre un petit peu, 2 minutes, que tout le monde se connecte. Ah, vous êtes 22 au moins à venir regarder un petit peu ce qui se passe du côté de Magellan. Magellan, c'est ici, c'est là que ça tourne. Je vous rappelle que le nom de l'école vient du navigateur, fameux découvreur Magellan, qui était un Portugais, qui est le premier à avoir fait le tour du monde, même si à la fin de son périple, il s'est fait assassiner sur une île par des sauvages, entre guillemets. Qui était le plus sauvage des deux, ça, c'est pas sûr qu'on puisse le dire aujourd'hui. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Magellan, l'idée, c'est d'avoir créé une école qui puisse vous permettre de faire le tour du monde, de découvrir des univers complètement différents, et toujours avec cette idée qu'on doit respecter notre environnement. Vous savez que le groupe d'hydroéducation est un groupe dans lequel on a plusieurs écoles, et notamment, on a une école qui s'appelle l'école de gestion et protection de la nature, le GPN. Et donc, elle déteint un petit peu sur les autres écoles, et Magellan a donc reçu un petit peu, on va dire, est un peu le dépositaire de l'écologie. Donc, c'est une école qui est une business school. Hein, on est vraiment là pour faire du business, pour apprendre soit la communication, soit le tourisme, soit le commerce, avec 2 colorations qui sont systématiques. À chaque matière, vous avez l'international, c'est-à-dire que chaque fois que vous avez un prof qui vient vous voir, chaque fois que vous avez un sujet, chaque fois que vous avez un travail de recherche, chaque fois que vous avez un travail de groupe, un projet, à chaque fois vous avez l'international, c'est-à-dire que vous devez avoir une vue internationale. La France, c'est un tout petit pays, c'est trop petit, on parle du monde entier. Et la deuxième vue qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'écologie, le développement durable, l'ESG, etc. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on fait une action, qu'en tant qu'être humain, je fais une action, je fais de telle sorte que cette action soit le minimum possible, en tout cas, destructeur, nuisible à l'écosystème terrestre. Et donc, on peut faire du commerce en réfléchissant, en faisant définir des machines d'ailleurs, en essayant de comprendre les trajectoires, en essayant de sortir un petit peu des idées préconçues qu'on a pour essayer de faire un commerce de meilleure qualité. Et également pour être capable de pouvoir voyager dans de meilleures conditions, tourisme, et également pour faire de la communication différente, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de placarder dans toutes les villes de France et du monde entier de la publicité pour pouvoir se faire connaître. Donc, comment arriver à faire du commerce, à gagner de l'argent, à faire des choses qui sont de l'ordre du tourisme ou de la communication, mais d'une manière différente. C'est ça que vous allez apprendre chez nous. Et avec un rythme très particulier, parce que vous avez beaucoup de stages dès le début, dès la première année, et à chaque année, vous avez la moitié de l'année en stage. C'est-à-dire que on n'attend pas de vous que vous appreniez des trucs, et puis un jour, vous allez rencontrer le monde. Dès la première année, on vous met dehors. Dès la première année, on vous dit, maintenant, c'est le moment d'y aller, c'est le moment d'aller faire vos preuves, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe dans le vrai monde, c'est le moment d'aller montrer que vous êtes capable de faire ce que vous avez dans le ventre et ce qu'on vous apprend. Parce que finalement, quand vous arrivez chez nous, il faut savoir que vous faites votre année de seconde, de première et de terminale, vous choisissez vos options, vos spécialités avec angoisse, évidemment, puisque les profs n'arrêtent pas de vous dire que c'est très important, que ça détermine votre avenir, ce qui est parfaitement exact si vous faites une classe préparatoire aux grandes écoles, mais ce qui est parfaitement faux si jamais vous voulez venir dans tous les autres établissements du monde. Donc, on vous met la pression et donc vous apprenez des choses. Vous devenez quelqu'un d'attentionné, de sérieux. Vous savez, les lycéens français sont des gens qui sont capables de faire beaucoup de choses intéressantes. Mais vous n'avez pas appris à penser par vous-même, vous n'avez pas appris à agir et vous n'avez pas appris à être libre. Et ça, c'est ce que vous allez apprendre chez nous. Chez nous, on va vous apprendre à être libre, on va vous apprendre à penser par vous-même, on va vous apprendre à critiquer le monde et à agir. C'est à vous de faire. C'est pour ça que les stages sont très intéressants. Et ce n'est pas le stage, j'attends qu'on me trouve un stage pour que je puisse partir. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je veux faire du commerce international, j'ai 18 ans, je ne sais rien faire. Comment je vais faire pour mon premier stage? Où est-ce que je vais aller? Dans quelle unité internationale je vais pouvoir me greffer? À quelle unité je vais pouvoir me greffer pour pouvoir justement apporter quelque chose? C'est ce qu'on va vous apprendre à faire. Donc, la première année, ça chamboule un petit peu parce que au lieu d'être passif, vous allez être actif. Au lieu de gratter votre cours pendant des heures, et ben là, on va vous demander d'arriver en cours en ayant déjà lu le cours, puisqu'on vous le donne à l'avance. Ça, vous le savez peut-être. On a une plateforme qui s'appelle NetCampus. On est la seule à l'avoir, cette plateforme. On l'a développée nous-mêmes au groupe d'hydroéducation.
Donc, on vous donne les cours à l'avance et lorsque vous arrivez en cours, vous pratiquez avec l'enseignant. Vous posez des questions, vous faites les travaux de groupe, les TP, les TD, etc. Donc, vous êtes actif. Et après, systématiquement, on va vous demander quel est votre projet, ce que vous allez faire après. Enfin, on ne va pas vous laisser dans l'attente d'avoir votre cours d'économie en croisant les doigts, en se disant « Oh, la semaine prochaine, on fait du marketing, la semaine d'après, on fait ceci. » Non, pas du tout. On vous demande immédiatement d'apporter des choses et de montrer que vous êtes capable de faire. Et puis, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez recommencer, vous allez reprendre, vous allez refaire des erreurs. Et petit à petit, comme ça, vous allez apprendre. Vous avez un bac plus 3 reconnu par l'État, vous avez un bac plus 5 reconnu par l'État également. Et donc, vous avez ces deux niveaux de diplôme. Vous verrez sur le site internet, il y a plusieurs types de diplômes. Et à chaque fois que vous êtes dans ce diplôme-là, évidemment, vous allez aller le plus loin possible. Le plus loin possible dans le faire, le plus loin possible dans le plaisir que vous avez à faire. Et vous pourrez très bien décider, après votre bachelor, de pouvoir continuer en master ailleurs ou de pouvoir intégrer en master en ayant fait un bachelor ailleurs. C'est tout à fait possible. Donc, ce que nous, on attend de nos candidats, ce ne sont pas des bonnes notes en terminale, et encore moins en première. Ce sont des gens qui ont envie de venir chez nous. D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut mettre dans votre lettre de motivation. Et je vais vous mettre également tout de suite le site sur lequel vous pouvez aller vous inscrire. Alors, j'ai une question de Titouan. Ça veut dire quoi une communication durable? Alors, c'est une excellente question, mais comment on fait pour faire une communication qui n'a pas d'impact écologique ou le minimum possible, qui ne va pas vous demander d'imprimer sur des grandes affiches qui vont prendre la flotte et qui vont rester qu'une semaine, puisqu'aujourd'hui, c'est qu'une semaine quand vous faites de l'affichage extérieur et que vous allez détruire par la suite. C'est comment faire pour utiliser des niveaux de panneaux qui vont pouvoir être réutilisés par la suite, voire des écrans qui ont déjà été utilisés, c'est des choses aussi basiques que ça. Ou alors, c'est faire de la communication qui va être une communication liée aux produits nécessaires et pas aux produits qui ne servent à rien, et donc à mettre en avant plus facilement des produits dont on a besoin, en mode viral, c'est-à-dire comment faire en sorte que tout le monde parle d'un produit sans pour autant avoir payé des campagnes de pub extraordinaires. Et rien que ça, cette démarche-là, c'est une démarche de communication particulière. Et aujourd'hui, dans une agence de com, c'est absolument pas comme ça qu'on fonctionne. Et il y a très peu de gens qui ont cette vision-là de se dire, voilà, comment je peux faire si je veux faire de la publicité? Et si je veux dépenser 0 € dans l'impression des documentations, 0 € dans l'impression des prospectus, 0 € dans tout ce qui est non recyclable ou qui ne va pas durer et qui n'est pas, entre guillemets, éternel. Quand on se pose des questions comme ça, on en arrive à d'autres conclusions. On ne fait plus un énorme événement pour ramener du monde. On fait des événements qui correspondent à ce que les gens attendent, à ce que les gens veulent. Vous voyez, on ne fait pas un énorme spectacle où on invite Madonna à l'Olympia, où c'est trop petit pour elle, je suppose, ou au Parc des Princes ou ailleurs. On essaie de faire quelque chose qui permette aux gens de se retrouver et de pouvoir faire passer de la communication à l'intérieur. Et en plus, la communication aujourd'hui, c'est quelque chose qui dépend encore plus qu'avant du produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de vendre de la même manière une voiture qu'un réseau social, par exemple, qui fait lui-même de la publicité, ou une école, les écoles font de la publicité. On n'a pas l'habitude de le vendre de la même manière, mais pourtant, on va retrouver sur tous les canaux la même chose. C'est-à-dire qu'on va retrouver des publicités, des aplats de pub, on va retrouver des brochures, on va retrouver des prospectus. On va retrouver la même chose. Donc on dit, mais on ne vend pas pareil, mais en fait, on fait pareil, alors qu'on ne vend pas pareil. C'est ça la question du développement durable et d'une communication qui serait ou qui sera durable. C'est comment je fais pour vendre les choses différemment. Alors, c'est un peu inquiétant au début parce qu'on n'a pas l'habitude. Et il y a plein de gens qui disent non, mais c'est pas comme ça, il faut communiquer. Moi, je sais que mes clients, ils attendent ça, etc. Donc, c'est tout ce qui s'apprend. Et c'est tout ce qui est disruptif aussi. C'est comment on fait pour arriver à une communication qui soit utile et qui soit quantifiable. Par exemple, aujourd'hui, vous savez très bien qu'il y a des placements de produits qui se font dans les vidéos, YouTube, Insta et compagnie. C'est très bien, les marques payent très cher, mais le retour sur investissement est juste incalculable. C'est-à-dire qu'on va dépenser de l'argent, voire dépenser beaucoup d'énergie et peut-être imprimer ou fabriquer des milliers de choses pour un résultat qu'on n'est pas capable de quantifier. La vision durable, si vous voulez, ce n'est pas une vision juste je veux faire du bien à la planète, c'est aussi être capable de se dire ce que je fais, qu'est-ce que ça utilise comme moyen, combien de temps ça va durer, et de pouvoir le quantifier, vraiment le quantifier. Pas en kilogrammes de CO2 dont personne n'a les repères et personne ne sait ce que ça veut dire. Ça, c'est connerie. Ça, c'est vraiment une bêtise absolue. Parce que dans ce cas-là, si vous devez calculer tous les kilogrammes de CO2, il faut aussi penser à celui qui vous a habillé, qui vous a lavé quand vous étiez enfant, qui vous a... Enfin, on n'y arrive pas, quoi. Je veux dire, pour arriver à calculer ce genre de choses,
C'est pas une méthode de calcul qui est utilisable. C'est une méthode de calcul qui a été utilisée par les journalistes, mais qui n'est certainement pas sérieuse, en tout cas d'un point de vue d'écologie et d'un point de vue du développement durable. En revanche, on peut arriver à savoir ce que ça a réellement coûté en termes de main-d'œuvre, en termes monétaires, ne serait-ce que pour avoir la capacité à penser les choses de manière égale, c'est-à-dire à avoir des moyens de comparaison. Et puis après, on peut aller plus loin. On a, nous, arrêté il y a quelques années, tiens, j'en ai une là, je vous la montre, hein, mais on avait ces brochures-là, je trouve que c'est le GPN. Hein. On fait une conférence Magellan, hein, j'ai pas de paquet Magellan là. Mais ça, c'était une super brochure qu'on faisait. Et puis un jour, j'ai appris que cette brochure, elle n'était pas recyclable. Bah, tiens, ça tombe bien parce que dedans, il y a un prospectus. Et ça, c'était pareil. Moi, j'étais persuadé que ça, c'était recyclable. Je me disais, bah, c'est pas grave, on peut l'imprimer, de toute façon, après, ça va être recyclé. Mais absolument pas. Ce n'est pas du tout recyclable. C'est 100% de chimie et c'est pas recyclable. Ça, c'est zéro recyclable, d'accord? C'est du plastique, c'est beaucoup de chimie, c'est tout un tas de merde qu'on n'a certainement pas envie de voir autour de nous et ce n'est pas recyclable. Donc, la manière de quantifier aussi et de qualifier la durée d'un produit, elle est tout simplement liée à ce qu'on va en faire après. Est-ce qu'il a une deuxième vie, une troisième vie? Vous pouvez vous poser la question sur tous les objets que vous avez chez vous. Et vous pouvez décider justement de passer à des communications, à des rythmes de tourisme qui sont aussi dans ce sens-là. Henri nous dit, vous proposez 2 diplômes. Peut-on travailler dès le bachelor sans forcément continuer en master ou vaut-il mieux, master of arts évidemment, ou vaut-il mieux tenter le bac plus 5? Alors, vous faites ce que vous voulez. Justement, c'est ça d'être libre. Soit vous vous engagez sur 3 ans, soit vous vous engagez sur 5 ans. Soit vous vous engagez sur 3 ans et puis après vous faites quelque chose ailleurs et puis après vous décidez de revenir. Enfin, ou alors à l'inverse, vous allez partir ailleurs et puis vous revenez pour les 2 années après. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui voyez ce que vous avez envie de faire. Vous comprenez? C'est là où justement, moi je ne peux pas vous apporter ce genre de réponse et c'est à vous de les trouver au fond de vous-même. Et ça va dépendre de ce que vous allez ressentir lorsque vous allez être dans l'école, ça va dépendre de ce que vous allez apprécier, ce qui va vous déplaire, les stages que vous allez faire et tout ce qui va vous intéresser dans la formation. Vous voyez? Et j'espère qu'au-delà des connaissances qu'on peut vous apprendre, on va aussi vous apprendre à être quelqu'un. Vous êtes tous différents. Nous sommes tous différents. Heureusement, vous imaginez, si tout le monde était comme moi, ce serait le bazar quand même. Hein. Donc, il faut que vous soyez vous-même. Il faut que vous soyez ce que vous êtes au fond de vous-même, que vous ne savez peut-être pas encore. Parce qu'au lycée, on n'apprend pas à être soi-même. On apprend à obéir. C'est complètement différent. Là, nous, on ne va pas vous apprendre à obéir. On va vous apprendre à changer les choses, à inventer, à créer des choses qui sont en rapport avec vous. Des fois, pas besoin d'aller créer des choses extraordinaires. On va vous apprendre tout simplement à être vous-même. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et certaines personnes sont très à l'aise avec ça et se plaisent. Et d'autres personnes ont besoin d'aller dans un endroit où on obéit, on suit les règles, on n'a pas tellement envie qu'on vienne nous poser des questions et réfléchir un petit peu trop, etc. Vous allez voir, ça, c'est complètement différent. Donc, c'est pour ça que les écoles que vous allez choisir, finalement, c'est très difficile de choisir et j'entends. Le mieux, c'est quand même de venir dans l'école en journée porte ouverte. D'ailleurs, nous, samedi, on a une journée porte ouverte. Hein. Je fais ça au passage. Samedi 28, on a une journée porte ouverte. On est dans 10 villes en France, hein, Paris, Lyon, Marseille, Montpellier, Aix, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille. Et je crois que j'ai oublié personne. Et oui, donc on est dans 10 villes en France. Et vous pouvez venir samedi, donc en journée porte ouverte, de 10h à 17h, je crois. Et là, vous rencontrez les gens. Et ce qu'il faut, je pense, ressentir, c'est est-ce que vous allez être bien dans cette école? Les cours, vous ne pouvez pas savoir à l'avance si le prof il va vous plaire, il ne va pas vous plaire. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est que vous n'allez pas gratter votre cours comme des glands, et, comme vous faites actuellement, là, sans arrêt, tous les jours, gratter, envoyer des SMS, dormir à moitié en cours. Ça, c'est pas chez nous, ça c'est sûr. Mais après, est-ce que vous aimez l'endroit? En général, on a des campus qui sont assez modestes, assez petits. On n'aime pas avoir des gros campus, on n'aime pas avoir énormément de classes. On préfère avoir des petites sections bien typées, bien solidaires entre les élèves et bien volontaires dans leur action, plutôt que d'avoir des espèces d'énormes groupes qui ne donnent rien et qui font très école de commerce, justement. Donc, c'est vraiment le choix que vous allez faire. Magellan, si vous voulez, c'est l'école de commerce sans le costard-cravate. Voilà, c'est ça. Il y a une école de commerce dans laquelle on peut être soi-même et dans laquelle on va pouvoir faire des choses que les autres ne font pas. C'est ça. Vous allez pouvoir développer ce que vous avez de meilleur en vous. Et même si vous avez l'impression que vous êtes timide, même si vous avez l'impression que vous ne savez rien faire, qu'on vous a toujours dit que vous étiez nul, etc., etc. Et alors, qu'est-ce que ça change? Au fond de vous-même, vous êtes un être humain comme moi et vous êtes capable de faire des choses comme moi. Et probablement qu'on vous a dit des trucs bien, des trucs pas bien. Comme moi, on m'a dit des trucs bien, des trucs pas bien. Souvent des trucs pas bien. D'ailleurs, je suis assez insupportable étant jeune. Et donc, ça ne m'a pas empêché de faire de réaliser des choses assez hors du commun. Donc, n'ayez pas peur d'être vous-même et de choisir une école qui vous convient, qui vous plaît et qui vous donne envie, quoi. Voilà, dans laquelle vous vous sentirez bien. Voilà. À la limite, après, vous verrez bien ce qui va se passer.
Et puis, quand vous commencez une école, c'est le conseil que je vous donne et que j'ai donné à mes propres enfants, c'est d'aller jusqu'au bout. Voilà. Si ça ne vous plaît pas, des fois, il faut un peu serrer, il faut foncer, quoi, et puis se dire, allez, c'est 3 ans, et puis au bout de 3 ans, on verra ce qu'on fait. Si on n'est pas content, on change, on a un diplôme, on a chez nous les 180 crédits ECTS, machin bidule, vous êtes reconnu par l'État, etc. Donc après, derrière, vous pouvez aller où vous voulez. Votre école est privée, existe-t-il des équivalents qui forment à l'événementiel dans le public? Alors ça, Agnès, alors je ne sais pas si Agnès elle est sérieuse, mais vous voulez que je fasse la promotion du public, c'est ça? Vous voulez on va faire ça, tiens. Et puis j'attends mon chèque des universités. Non, honnêtement, je ne pense pas que ce que nous, on fait, ça existe dans le public. L'événementiel, dans le public, de manière générale, c'est forcément lié à des profs qui vous dictent des cours et puis vous restez assis toute la journée, il n'y a pas de sortie de terrain, il n'y a pas d'organisation de salon, il n'y a pas d'organisation d'événements, etc. C'est assez cheap, quoi, forcément. C'est plan-plan, quoi. C'est le public, quoi. Pas de critique, hein, c'est comme ça. C'est un fait. Voilà. Nous, on n'est pas comme ça, le public est comme ça. Chez nous, vous allez être motivé à faire des choses différentes, à sortir un petit peu de votre zone de confort et à aller chercher une autre manière de faire. Donc, s'il y a des gens qui existent comme nous dans le public, je ne les connais pas, sérieusement, sachant que je connais quand même pas mal de choses dans le public, et dans le privé aussi, mais donc je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de concurrents de notre école en particulier, d'accord. De manière générale, le tourisme, vous pouvez en faire partout. La question, c'est apprendre à penser. Tiens, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être que certains l'ont déjà entendu, je l'ai déjà raconté. Et des trucs comme ça, il y en a beaucoup, hein. Vous êtes aux Maldives, vous imaginez, vous posez votre cul sur la plage, vous êtes aux Maldives, voilà, c'est beau, c'est bien, là, le soleil, la plage, c'est magnifique. Et puis là, vous devez choisir une boisson. Et vous êtes un petit peu écolo quand même dans l'âme, alors vous ne savez pas trop. Bon, quand même, vous choisissez une boisson aux Maldives. Vous avez le choix entre du Coca-Cola et une San Pellegrino. Alors pour ceux qui ne savent pas, une San Pellegrino, c'est une bouteille d'eau pétillante qui est italienne. Donc vous avez les deux qui arrivent là, et puis vous avez le choix entre Coca-Cola et San Pellegrino. 90% des gens vont vous dire il vaut mieux prendre de la bouteille de la San Pellegrino parce que c'est de l'eau, voilà, c'est plus écolo, machin bidule, etc. et pas du Coca. Et moi, je vous dis, si tu veux être écolo, il faut prendre du Coca. Surtout pas de la San Pellegrino. Pourquoi? La San Pellegrino, elle est fabriquée en Italie dans un petit village qui est au fond d'une vallée. Elle part de cet endroit-là pour arriver jusqu'aux Maldives. C'est-à-dire qu'elle traverse toute l'Italie, la mer Adriatique. Derrière, elle est embarquée sur la mer Méditerranée. Elle va passer le golfe d'Aden. Elle va traverser la corne de l'Afrique et elle va aller aux Maldives. Vous imaginez la trajectoire de cette petite bouteille de San Pellegrino? Et c'est de l'eau. C'est-à-dire qu'aux Maldives, il y a de l'eau. Il y a de l'eau pétillante aussi. On en fait n'importe où de l'eau pétillante. La bouteille de Coca, elle est fabriquée à Maé, juste à côté. Elle a fait 50 km pour arriver chez vous. C'est de la poudre, ça a été fabriqué sur place. Le plastique a été en partie recyclé sur place. Et donc, la bouteille, elle vient juste d'à côté de chez vous. Donc, si vous devez, étant Maldives, avoir un geste écologique et boire quelque chose qui est pétillant et qui est frais et pas juste de l'eau du robinet ou de l'eau recyclée, parce que sur les îles, vous avez de l'eau recyclée essentiellement, et prenez surtout du Coca-Cola et certainement pas de la San Pellegrino. Donc, vous voyez, ça, ce sont des comportements qui sont totalement contre-intuitifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il faut faire ça. Et même là, si jamais je vous le dis, vous me croyez, mais après, si vous devez le répéter 3 ou 4 fois, au bout d'un moment, vous allez même douter. Vous allez dire, non, mais en fait, c'était pas ça vraiment qu'il avait dit, non, je me suis trompé, parce qu'il y a toujours un mec qui va dire, mais non, c'est des conneries et tout ça, machin et tout. Pour le coup, l'exemple que je viens de vous donner, c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donc, apprendre à penser par soi-même, c'est se poser vraiment des questions. Je vais vous en faire une autre, mais seulement je ne vous donne pas la réponse. On dit, Paris-Montpellier, je suis montpelliérain, en avion, ça consomme tant de kilos, de tonnes de CO2. Donc en avion, il ne faut pas le faire. Ok, je comprends. Et on vous dit qu'il faut prendre le train. Le train, par contre, c'est écologique. Pourquoi pas? Mais si on fait les calculs pour de vrai, le train qui est électrique et la puissance qui est demandée, et le ballast qui est changé tous les ans, et les rails qui ne sont pas recyclables, et les locomotives qui ne sont absolument pas recyclables ni recyclées en France. Si on prend tout ça en compte, et les travaux qu'il a fallu faire, et la destruction de la nature qu'il a fallu faire pour tracer une ligne, je ne suis pas certain que l'avion soit moins écologique que le train. Je dis, je ne suis pas certain, j'en sais rien. Je vous laisse essayer de faire des calculs, essayer de voir si vous pouvez le faire. Eh bien, c'est ça, réfléchir par soi-même. Question de fil, peut-on faire de l'alternance dans la communication? Est-ce que cela existe dans ce domaine? On me remet le bras dans le rail, vous avez vu? Je m'échappe et hop, il y a quelqu'un qui me remet le tac dans les rails. Alors, oui, on peut faire de l'alternance. Chez nous, vous avez la possibilité de faire de l'alternance à partir de la 2e année. En première année, en général, vous arrivez du lycée, donc
vous savez faire assez peu de choses. Enfin, quand vous arrivez en M1 en admission parallèle, oui, mais quand vous arrivez du lycée, je vous avoue que c'est un peu compliqué de vous dire là tout de suite, allez hop, tu vas aller faire de l'alternance, c'est tout de suite toi qui vas tout faire. Compliqué. Donc la première année, c'est en initiale. Et effectivement, après, vous pouvez faire de l'alternance. Et le groupe d'hydroéducation est un CFA. C'est-à-dire que vous avez peu d'écoles privées autour de vous qui sont CFA. Ça veut dire qu'on est centre de formation d'apprentis. On peut avoir des apprentis, on peut diriger des apprentis, on peut justement trouver les lieux d'apprentissage pour nos apprentis. Et c'est nous qui nous occupions de tout. C'est une reconnaissance supplémentaire que nous avons parce qu'on fait bien notre travail. Donc, on s'occupe bien de vous. Voilà. Et je suis sérieux. Et donc, quand vous êtes en CFA, effectivement, c'est nous qui vous trouvons l'endroit de votre alternance. Donc, comme pour faire simple, soit vous êtes apprenti, soit vous êtes en contrat pro. C'est deux types d'alternance différents. La plupart des écoles, 99% des écoles, c'est de l'alternance contrat pro. Nous, c'est la plupart de nos étudiants, c'est de l'apprentissage. Et vous êtes mieux payé, mieux considéré aussi, etc. Et donc, en deuxième année, vous pouvez le faire. Alors, si jamais vous voulez aller dans un endroit qui correspond à ce que vous avez fait, ça fonctionne bien, nous, on ne va pas avoir de difficultés. Mais c'est nous qui choisissons, parce qu'on garantit à l'élève, à l'étudiant, que ça va bien se passer dans l'entreprise, ou dans l'organisme, c'est pas forcément une entreprise d'ailleurs, et on garantit à l'organisme qu'on lui donne le bon élève, le bon étudiant. Donc forcément, on fait attention. Alors, si vous nous dites, ouais, moi, je vais aller faire un truc dans le ski, machin, etc., que vous n'avez jamais skié, on va vous dire, bah non, c'est pas possible. Si moi, je dois aller faire, et puis, c'est un peu éloigné, vous n'avez pas le permis, vous ne pouvez pas vous déplacer, etc., etc. Et oui, il y a tout un tas de choses qui rentrent en ligne de compte. Le permis de conduire, c'est souvent un problème en stage. On n'en parle jamais. Alors ça, vos profs, ils vous parlent de la spécialité, mais ils ne vous parlent pas du permis de conduire. Je peux vous dire qu'il vaut mieux passer le permis de conduire en terminale que de choisir des specs qui ne servent à rien dans l'enseignement supérieur. Ça, je vous le garantis. Alors, je sais que ça, il ne faut pas le dire, que là, je vais avoir tout le monde qui va me détester, mais c'est une réalité. Ça, c'est une vraie réalité, ce que je viens de vous dire. Là, vraiment, passez votre permis et déjà, c'est une bonne chose à faire. Donc, est-ce que vous avez la possibilité derrière de faire tout ça? Ça, c'est vous qui allez nous le dire. C'est vous, en première année, qui allez nous dire, bon, bah voilà, on peut avoir la possibilité de faire ça, je suis motivé, je suis ci, je suis mi, on va vous connaître, le campus manager qui s'occupe de vous va savoir exactement ce que vous avez dans le bidoche et ce que vous êtes capable de faire. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ça marche chez nous et on l'encourage. Quelqu'un qui fait de l'alternance, c'est très bien. Mais attention, c'est plusieurs vies, comme je dis toujours, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire dans des lives, mais vous avez votre vie d'étudiant, vous avez votre vie de famille, copains, copines, etc. Et puis, vous avez votre vie professionnelle. Ça fait beaucoup de vie, parce que là, Netflix, il n'existe plus, on n'a plus le temps, on est crevé, on rentre le soir, on a la même journée que ses parents, on est fatigué. Vous ne savez pas ce que c'est que de bosser toute la journée, vous. Vous êtes au lycée, vous envoyez des SMS et vous dormez à moitié dans le cours. C'est tout ce que vous faites. Vous ne savez pas encore ce que c'est que cravacher. Et je peux vous garantir que les boulots ne sont pas forcément toujours hyper palpitants au point qu'on arrive le soir, on est tranquille et on peut passer la nuit à faire autre chose. Pas du tout, on est crevé. De toute façon, dès que vous servez de votre cerveau, vous êtes plus fatigué que si vous servez votre corps. Ça, il faut bien vous le dire. Vous faites 8 heures de travail manuel, vous êtes fatigué physiquement, mais vous pouvez encore penser, vous faites 8 heures de travail intellectuel, vous êtes mort, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et une fois que votre cerveau il est down, vous n'êtes même pas capable de porter un sac de ciment. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps. Hop, question de Sudirama qui me remet dans les rails, n'est-ce pas? Elias nous dit, Elias avec un H majuscule, nous dit, est-ce que vos diplômes sont reconnus à l'international? Alors ça, c'est difficile. L'international, c'est immense. Il y a des endroits où on reconnaît, des endroits où on ne reconnaît pas. L'Europe, de manière générale, est assez bien reconnue dans le monde entier. C'est-à-dire qu'un diplôme qui est fait en Europe, dans une école qui existe, qui est reconnue par l'État, blablabla, comme nous, et comme d'autres, privés, j'entends, globalement, ça se passe bien. Mais après, vous avez toujours des points où on va vous dire, ah ben non, nous, le bachelor, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada, nous, le bachelor, c'est 4 ans. Toi, tu arrives avec ton bachelor de 3 ans. Ah, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans ce cas-là, il faut une année de plus. Ah oui, mais j'ai pas envie de reprendre les études, etc. Oui, donc, ça dépend. Il y a des endroits comme ça. Voilà. Je peux vous dire que globalement, en Amérique du Sud, c'est bon. En Afrique, c'est très bon. En Europe, c'est très bon. En Asie, on ne connaît pas trop. Parce que c'est très difficile, l'Asie, d'intégrer l'Asie. Parce que, contrairement à ce que tout le monde, les gens pensent, on ne parle pas anglais en Asie. Donc, très, très peu. Un peu en South Korea, donc en Corée du Sud. Mais sinon, et en Australie, évidemment, si on considère que c'est de l'Asie. Mais sinon, on parle très peu anglais. Donc, c'est difficile. On a très peu d'élèves qui vont là-bas et qui reviennent. On avait essayé de passer un partenariat il y a quelques années avec la Chine. Très compliqué. Voilà. Le barrage de la langue est trop fort. Voilà, c'est trop compliqué. Je ne dis pas que c'est pas bien. Attention, vous avez noté, c'est la langue le problème. Donc, Amérique du Sud, Chine, Afrique et Europe, nos problèmes. Amérique du Nord, plus compliqué. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie de faire après. Je pense que là aussi, l'international, c'est
très important de partir à l'international, hein, pour le coup, et il faut le faire intelligemment. Vous avez en gros 3 possibilités pour partir à l'international. Soit vous partez à l'international, faire toutes vos études, ou en tout cas une partie de vos études. Ça, c'est un choix. Mon dernier fils, est au Canada, et il est au Canada depuis sa première année. Il a Parcoursup, il n'a pas voulu le remplir, il s'en est pas occupé du tout. Il est parti, on a fait les dossiers pour le Canada, et il est parti au Canada. Ça a été compliqué, etc. Je peux tout vous dire, je peux tout vous raconter, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. Hein. On a fait exactement 14 dossiers, et il a été pris dans 13 universités. Bon, la 14e, c'était celle qu'il voulait le plus, mais il n'a pas été pris. Mais bon, en attendant, il a fait quand même, il est à Concordia, à Montréal, dans le côté anglophone. Vous voyez, je vous raconte tout. Hein. Donc, soit vous partez entièrement aux États-Unis, au Canada ou n'importe où. Soit vous décidez de partir ponctuellement. Et là, vous avez 2 possibilités. Soit vous partez faire des études ponctuelles, un petit programme, un mois, 3 mois, 6 mois, ou alors vous partez faire un stage. Personnellement, par expérience, je pense que le mieux, pour moi, le mieux, c'est quand même de partir longtemps, donc de faire des études un peu longues internationales. Maintenant, si vous ne pouvez pas partir longtemps, parce que déjà ça coûte très cher, hein, il faut le savoir, le mieux, c'est de faire des stages. C'est difficile à trouver, je vous l'accorde sans aucun problème. Mais qu'est-ce que c'est bien? C'est extraordinaire. Ça change la vie complètement. Vous faites un programme de 3 mois ou de 6 mois, ou enfin pseudo 6 mois, c'est-à-dire qu'il va se retrouver à 4 mois aux États-Unis. Vous reviendrez, vous ne serez pas complètement bilingue. Vous allez trouver des Français qui vont faire le même programme que vous, blablabla, etc. On connaît tous l'histoire. Par contre, si on vous met dans une entreprise là-bas, alors là, je peux vous dire que en un mois, vous êtes anglophone. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Il n'y en a pas un mec qui parle français là-bas, et donc vous êtes obligé de parler anglais. Et donc, vous êtes obligé également d'apprendre ce qui ressort d'une culture, ce qu'on appelle d'idiomatique, de vernaculaire, les choses qui sont dans la culture des gens, dans la culture du peuple, dans la culture des travailleurs, dans la culture des restaurants, des supermarchés, etc., là où on va, là où on fréquente, etc. Et ça, ce sont des expériences qui sont formidables. Donc, partir en stage, ça, c'est très bien. D'ailleurs, chez nous, évidemment, vous avez la possibilité de le faire. C'est une évidence puisque j'en parle. Donc, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous partez et vous faites un second semestre en stage là-bas. Et là, c'est extraordinaire parce que nous, on vous couvre, vous avez tout, vous êtes blindés. C'est assez facile pour nous de vous envoyer là-bas en stage. C'est plus facile que si vous deviez trouver un job tout seul. C'est pas complètement facile, ça dépend des années, ça dépend. Bon, en ce moment, le marché d'emploi, comme vous le savez probablement, il est très favorable aux gens qui veulent partir et aux gens qui veulent travailler. C'est plutôt facile. Ça changera peut-être, mais pour le moment, en tout cas, vous qui allez arriver, c'est easy pour vous. Donc, ça, c'est, je pense, la meilleure chose, la meilleure manière de partir à l'international. Après, pour parler une langue, de toute façon, hein, vous n'avez pas le choix. Hein, il faut une immersion. Moi, j'ai fait une année aux États-Unis. Hein, j'avais une bourse mérite quand j'étais jeune. Petit, hein, j'avais 21 ans, 20 ans, et j'ai fait ma 3e année là-bas. Et quand je suis arrivé, j'étais un petit pecno de français, je parlais 3 mots d'anglais, j'étais vraiment nul de chez nul. Et en plus, moi, j'ai fait des études où on était un peu obligé de parler, hein, puisque j'ai fait de la philosophie, donc vous imaginez le truc. Hein. Et donc, j'ai dû m'y mettre, hein, donc j'ai pris les bouquins, et je me les suis tous tapés un par un en anglais. Au début, je pipais que dalle, vraiment, le dictionnaire dessous. Enfin, c'était terrible, il n'y avait pas Internet à l'époque, donc c'était peut-être encore plus redoutable que maintenant. Peut-être pas d'ailleurs, pas forcément. En tout cas, une chose sûre, c'est que j'ai appris comme ça. Et petit à petit, les choses sont venues, quoi. Et forcément, au bout d'un moment, vous rédigez en anglais, vous avez vos cours, vos machins, etc. En plus, j'étais pas dans un programme. J'étais dans une université où j'étais le seul français, il n'y avait pas d'autres français, donc forcément, par définition, j'avais pas la possibilité de parler français avec d'autres personnes. Donc, on apprend comme ça, évidemment, plus facilement. L'immersion, très important. Donc, si vous ne parlez pas anglais aujourd'hui et que vos parents n'arrêtent pas de vous dire « Ah là là, l'anglais, c'est l'avenir, si tu ne parles pas anglais, machin, etc. » No stress, c'est pas très grave, vous allez y arriver. Dites-vous qu'à un moment donné de vos études, vous allez partir et vous allez être en immersion. Vous allez voir, vous allez faire, de toute façon, tout le monde va vous y pousser, donc ça va se faire naturellement. OK? Alors, Sugirama nous explique que c'est bientôt la fin. J'ai oublié de vous dire, vous avez la possibilité de poser vos questions sur le numéro de téléphone portable qui est là, et je ne suis même pas allé voir. Ah si, j'en ai. Oh là, j'en ai 2, 3. Alors, je vais répondre à ces questions. Alors, et Alain me dit, je n'ai pas répondu à la question d'Henri, qui était, est-ce qu'on peut travailler avec un bachelor? Alors, je suis désolé, excusez-moi. Oui, on peut travailler avec un bachelor, hein, évidemment. Genre, ça me paraissait évident, mais oui. À partir du moment où vous avez fait 3 années d'études, vous pouvez travailler, surtout aujourd'hui. C'est super simple. La question, c'est pas tellement est-ce que vous pouvez travailler, c'est est-ce que vous en aurez envie lorsque vous serez en 3e année, c'est surtout ça. Hein. Mais oui, absolument, vous pouvez travailler. Excusez-moi de ne pas avoir répondu à cette question.
Ensuite, il y a une autre question. Faire une reconversion professionnelle, c'est effectivement possible lorsque vous êtes. Non, mais on parle fort à côté de moi comme si c'était tout seul, les gens. C'est moi qui suis tout seul. Donc, vous avez la possibilité de faire une reconversion professionnelle, c'est-à-dire de venir alors que vous avez déjà travaillé. Oui, on a des élèves qui sont un peu plus âgés et qui sont chez nous. Ça, c'est tout à fait possible. Vous faites la démarche, vous allez voir sur la plateforme que je vous ai demandé, vous allez avoir. Peut-on être en alternance malgré qu'on ait aucune expérience dans ce domaine? Justement, c'est ce que je disais. Pour être en alternance, il faut d'abord apprendre la première année. C'est pour ça qu'on est en alternance en deuxième année. Vous voyez ce que je veux dire? Je Ramad, 2 petites secondes. Je finis avec les questions là, parce que je n'ai pas vu les questions de Ringover. Tac. Les marchés du travail, ça c'est fait. Et ça c'est. Ah non, ça c'est une question qui traînait d'hier. Donc tout va bien. Donc oui, à l'alternance. Oui, à la reconversion professionnelle. Oui, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Et n'oubliez pas dans tous les cas de figure que quoi que vous ayez envie de faire, faites-le. N'attendez pas qu'on vous dise que vous avez le droit ou pas le droit. Hein, comme disait Coluche, prenez le gauche. Mais allez-y, foncez. Foncez, foncez, foncez. Ciao tout le monde. À bientôt.